La nuit tombe sur la ville, et les infos sont tout aussi sombres. Un énième raid raté a mis tout le pays sur les nerfs. Une camionnette d'urgence fonce à travers les rues pendant que la radio continue d'enchaîner les mauvaises nouvelles. À l'écran, les gros titres claquent comme une gifle. Les chasseurs coréens ont subi une nouvelle défaite humiliante, obligés de ravaler leur fierté et de compter sur les Japonais pour les tirer de là. Internet est en train de péter un plomb. Les gens en ont marre de ces chasseurs qui pensent plus au fric qu'à sauver des vies. À l'intérieur de la camionnette, l'ambiance n'est pas folle non plus. L'un des gars râle en disant que ces ratés gagnent quand même bien plus qu'eux. Lee Han essaie de rester positif, suggérant qu'il devrait au moins faire un peu confiance aux petits nouveaux. Et puis il y a le protagoniste, Seo-yul. Il est juste assis là, les yeux rivés sur son téléphone, l'air de s'en foutre royalement de tout ce drame. Le manager dit à tout le monde de la fermer et de se concentrer sur l'appel d'urgence vers lequel il se dirige. Mais c'est dur de ne pas vider son sac quand ce sont eux qui nettoient les conneries des autres pendant que les chasseurs de guildes récoltent toute la gloire. Yul se contente de faire abstraction de tout ça. Ces gars sont des chasseurs du bureau, des fonctionnaires éveillés qui font le sale boulot que les grandes guildes refusent de faire. Le bureau est divisé en 3 branches principales, les athlètes, la supervision et le sauvetage. Yul et son équipe sont ceux qui plongent directement dans les flammes. Quand le raid d'un portail tourne au cauchemar, c'est eux qu'on envoie pour ramener les chasseurs et les civils en un seul morceau. Et pour Yul, ce boulot nécessite des yeux très particuliers. Ses pupilles s'illuminent alors qu'il active sa capacité principale. C'est un éclaireur. Il n'est pas là pour se battre. Il est là pour trouver les survivants et tracer la voie à suivre. L'équipe arrive sur les lieux, où un portail orange flamboyant est prêt à les engloutir tout cru. Lee Han tape dans ses mains pour mettre tout le monde dans le bain. C'est l'heure. Leur mission, entrer dans le portail et sauver les membres disparus de la guilde épique. Juste au moment où ils s'apprêtent à bouger, quelqu'un les arrête. Un type avec de longs cheveux argentés s'approche, agissant comme si l'endroit lui appartenait. Yul ne prend même pas la peine de le regarder. Il sait déjà très bien de qui il s'agit. C'est Baek Junuan, un cadre de la guilde majeure, Overcross. Le genre de mec qui balance les petites guildes au casse-pipe juste pour s'en mettre plein les poches. Il se tient là avec son petit air suffisant, lui, le responsable de plus d'appels d'urgence que n'importe qui d'autre. L'équipe de sauvetage essaie de l'ignorer et d'avancer, mais Junuan n'a pas fini de jacter. Il propose l'aide de sa guilde, comme s'ils n'étaient pas foutus de gérer la situation eux-mêmes. Yul lui coupe la parole, l'affiche en direct pour avoir essayé d'utiliser une OP de sauvetage juste pour booster la réputation de sa guilde. Il met les choses au clair, ils n'ont pas besoin de son aide, et il tourne le dos aux vieux. Sur ce, l'équipe fonce droit dans le portail, laissant le cadre en plan. Junuan se contente de les regarder disparaître avec un sourire flippant et complice. À l'intérieur, le donjon ressemble à un ancien temple envahi par la végétation et perdu sous une pluie battante. Au fond des ruines, une chasseuse de la guilde épique tente de rassurer son ami mourant, lui disant que les secours arrivent. Elle supplie son coéquipier de rester avec elle, mais ils sont complètement encerclés par les monstres. Elle se fiche de terreur alors qu'une ombre massive plane au-dessus d'elle. Une créature jaillit de l'obscurité avec un cri perçant, ses griffes prêtes à la déchiqueter. Elle ferme fort les yeux, se préparant au pire. Mais une lance fend soudainement l'air, repoussant brutalement le monstre. Seo-yul s'interpose, se plaçant pile entre la survivante et la horde. Il tend la main vers la fille complètement sous le choc. Avec un sourire calme, il lui dit de ne pas s'inquiéter, l'équipe de sauvetage est enfin là. Lee Han suit de près, appelant Yul alors qu'il sécurise la zone. Mais la situation empire quand des ghouls commencent à déferler depuis l'entrée. Ils sont faits comme des rats. Le manager Lee Han hurle à tout le monde de trouver une autre sortie. Ils doivent se tirer de là avant de se faire submerger. Seo-yul ne panique pas. Il ferme les yeux et active, onde silencieuse, pour scanner la zone. Il fait abstraction des grognements et des combats, se concentrant uniquement sur les sons qui résonnent sur les murs. En cartographiant les vibrations, il commence à visualiser toute la structure du donjon dans sa tête. Un chemin dégagé se révèle à travers les ténèbres, les éloignant de la horde. Yul repère la route et la pointe du doigt. Ils ont enfin une chance de s'en sortir. Lee Han est impressionné et crie que Yul est le boss alors qu'il pivote pour s'échapper. La survivante qu'ils ont sauvée a l'air complètement paumée pendant que l'équipe se précipite dans le nouveau tunnel. Ils tracent à travers les couloirs avec les monstres qui leur collent au basque. La membre de la guilde épique est sceptique. Elle demande si un chasseur de rang sait au moins où il les emmène. Lee Han ne laisse pas passer ce manque de respect. Il rétorque que même si Yul n'est que de rang D, ses compétences de recherche et d'exploration sont en fait parmi les meilleures de tout le pays.
C'est alors que d'autres ghouls surgissent des ombres, affamés et prêts à en découdre. Mais l'équipe ne ralentit pas une seconde, forçant le passage à travers le mur de monstres. La fille est toujours en panique, craignant qu'ils ne foncent tout droit vers un autre cul-de-sac. L'équipe continue de se battre dans les passages étroits, essayant de maintenir leur élan. Ils arrivent à garder une longueur d'avance sur les monstres pour l'instant. Yul tranche une autre bête, les yeux fixés sur le bout du tunnel. Il est sûr que ce chemin mène à la sortie, mais un mauvais pressentiment commence à s'installer. Il réalise que les monstres ne font pas que rôder. Ils ont l'air de savoir exactement où l'équipe se dirige. Ce n'est pas juste une horde aléatoire. Il y a un nécromancien qui tire les ficelles dans l'ombre. Soudain, son sixième sens s'active, déclenchant des signaux d'alarme dans sa tête. Yul sent un regard glacial se poser sur lui et comprend qu'ils viennent de marcher en plein dans un piège. Avant qu'il ne puisse crier pour les prévenir, une énorme pointe d'énergie jaillit du sol. Un gigantesque cercle magique incandescent s'abat, emprisonnant toute l'équipe dans son champ. Le manager Lian se fige, fixant la lumière violette sans y croire. Yul réalise que c'est de la magie de haut niveau, quelque chose qui dépasse largement un donjon de ghoul normal. Il hurle à tout le monde de sortir du cercle avant qu'il ne s'active complètement. Depuis les ténèbres, une silhouette encapuchonnée les regarde se débattre en tendant une main sinistre. La magie s'intensifie, écrasant tout le monde comme s'ils étaient sous l'eau. Lian voit le danger et dit à Yul de l'abandonner pour sauver sa propre peau. Soudain, une énorme vague de puissance a frappé le manager, l'envoyant valser contre le mur. C'était Yul, il venait d'éjecter le manager Anor du cercle magique. C'était le dernier soutien qu'il pouvait offrir à son coéquipier avant que son propre corps ne devienne lourd comme une enclume. Il est cloué au sol par le sort, les pieds collés à la terre incandescente. Un message système apparaît, confirmant que sa vitesse de déplacement a été sévèrement restreinte. Lian se redresse avec difficulté, désespéré de sortir Yul de ce cercle. Mais Yul lui hurle de reculer. S'il entre à nouveau dans le champ, il sera piégé lui aussi. Il dit au manager de prendre la survivante et le reste de l'équipe et de foutre le camp pendant qu'ils le peuvent encore. Lian le regarde avec horreur, réalisant que Yul a l'intention de rester derrière pour leur faire gagner du temps. Yul serre les dents, sachant que s'il ne fait pas ça, personne ne s'en sortira vivant. Lian serre les poings et s'enfuit, s'excusant d'abandonner son coéquipier. Mais Seo Yul lui lance de ne pas agir comme s'il était déjà mort. Il n'a aucune intention de clamser aujourd'hui. Seul au centre du cercle magique, Yul fait face à la horde de monstres qui se referme sur lui. Il lève les yeux vers le cerveau derrière ce chaos. « Tu te foutais de notre gueule depuis le début, pas vrai ?» Son regard est perçant, refusant de reculer même face à la mort. La silhouette encapuchonnée se révèle enfin. C'est Caracle, le boss du donjon. Caracle se marre, admettant que c'était bien le plan. Il est surpris de voir à quel point Yul connaît bien l'agencement du temple. Sentant une infime chance, Yul tente un coup de bluff, demandant ce que le boss lui donnerait s'il le laissait en vie. Mais Caracle n'est pas là pour jouer. Il commence à canaliser une énergie violette sombre dans sa main. Avec un rictus cruel, le boss décide qu'il vaut mieux transformer Yul en une énième goule décérébrée. Il projette la malédiction sur Yul, l'énergie sombre s'enroulant autour de ses membres. Yul gémit alors que la magie brûle ses défenses, consumant son âme même. Les alertes du système se mettent à hurler dans sa tête. Il a été maudit, et sa barre de vie chute à une vitesse folle. La douleur est aveuglante alors que la magie noire prend le dessus, menaçant de le dévorer. Yul se demande si son coup de bluff n'a servi à rien. Était-ce la fin du chemin? Son esprit divague vers les choix qu'il a faits. Peut-être que s'il avait juste demandé de l'aide, il s'en serait sorti. Mais non, il savait qu'il ne pouvait pas faire ça. Pas si ça impliquait de laisser les autres crever. Il repense aux vrais chasseurs, ceux qui ne courent qu'après le fric et la célébrité au lieu de sauver des vies. Dans un monde grouillant de vautours pareils, les véritables héros se font rares. Il se souvient de l'homme qu'il a sauvé il y a des années, un héros se tenant droit au milieu des ruines. Cet homme avait posé une main sur sa tête et s'était excusé de ne pas avoir pu sauver tout le monde. Yul n'a jamais oublié ce chasseur qui pleurait ceux qu'il avait perdus. Il voulait être exactement comme lui, un chasseur du bureau qui se dresse pour protéger les plus faibles. Revenant brusquement au présent, les yeux de Yul s'enflamment d'une lueur jaune féroce. Il refuse de crever dans un trou pareil. Désespéré, il repousse ses limites. Onde silencieuse, sixième sens et synesthésie s'activent tous en même temps. Une vague de données sensorielles inonde son esprit alors qu'il force sa perception à s'étendre au-delà de la pièce. Il visualise l'intégralité du temple, scannant chaque pierre et chaque passage secret pour trouver une sortie. « Trouve quelque chose » hurle-t-il intérieurement.
La moindre chance, n'importe quoi. Il sonde à travers les murs, sa vision perçant la roche massive du donjon. Soudain, quelque chose attire son attention. Une anomalie cachée derrière la chambre principale. Il aperçoit un étrange monument lumineux dissimulé profondément dans les ruines. Les runes anciennes sur la pierre pulsent avec une puissance bien différente du reste du donjon. Une fenêtre système apparaît. Il a accédé aux données concernant une classe cachée. Yul est sous le choc. Une classe cachée? C'était vraiment le moment? La main squelettique de Caracle se tend, sentant la distraction de sa proie. Tu te débats jusqu'à la toute fin, à ce que je vois. Le boss ordonne à ses monstres de terminer le travail et d'abréger les souffrances du chasseur. Les ghouls bondissent en avant, leurs griffes prêtes à le mettre en pièces. À cet instant précis, un message apparaît. Voulez-vous changer votre classe pour architecte du labyrinthe? Yul fixe le message, réalisant ce que cela implique avec la violence d'un coup de poing. Une bête massive abat son poing, fracassant le sol où Yul se tenait l'instant d'avant. Elle a balancé ses griffes massives vers Yul, son cœur tambourinant dans sa poitrine, terrifié. Avec un regard plein de détermination pure, Yul prend sa décision. Il n'a absolument plus rien à perdre. Accepté. Hurle Seo Yul à son époumoné, choisissant de faire le grand saut. Immédiatement, une fenêtre système clignote. Quête DE changement DE classe acceptée. Une explosion d'énergie aveuglante jaillit du cercle magique. Un autre message suit. Le tutoriel va maintenant commencer. Les monstres qui se jettent sur Yul se heurtent à un mur de lumière. La pièce entière commence à se pixeliser et à se dissoudre en un flux de données. Le boss a titubé en arrière, stupéfait par la scène impossible qui se déroulait sous ses yeux. Sa cible s'était volatilisée dans les airs. Caracle fixe l'espace vide où le chasseur se tenait, son visage squelettique tordu par l'incompréhension. C'est quoi ce bordel? Le boss du donjon regarde frénétiquement autour de lui les artefacts numériques laissés derrière. Où est passé cet enfoiré? À des kilomètres de là, ou peut-être dans une autre dimension, Seo Yul se matérialise dans un couloir de pierre silencieux. Un écran bleu translucide flotte devant lui, affichant son statut mis à jour. Sa classe indique actuellement « aucune », pendant que la quête est en cours. Mon ancienne classe, observateur anonyme, a disparu. S'exclame Yul. Il a du mal à y croire. Est-ce que je viens vraiment de me réveiller? Il observe les couloirs sombres et oppressants de la nouvelle zone. Alors cet endroit, c'est... Un message système confirme ses soupçons, la zone DE tutoriel. Yul porte son attention sur les prérequis spécifiques de la quête. L'écran détaille sa mission. Utiliser la fonction carte pour éliminer 20 ghouls en 24 heures. La récompense est la classe architecte du labyrinthe. Je pige le reste, mais... marmonne Yul en scannant l'interface. C'est quoi exactement cette fonction carte? Comme pour lui répondre, un flash lumineux surgit devant ses yeux. Une carte holographique complexe et tridimensionnelle du labyrinthe se déploie devant lui. C'est la carte? Elle est étonnamment facile à lire. Il zoome sur une section précise. Le point vert, c'est moi. La carte complète révèle l'agencement de toute la zone de tutoriel, palpitante de données. Éparpillées à travers les couloirs bleus se trouvent plusieurs icônes rouges clignotantes. Et ces points rouges doivent être les ghouls. Un gros plan sur l'œil de Yul montre la carte se refléter dans sa pupille. Il sait exactement ce qu'il a à faire, toutes les traquer avant la fin de la journée. Il se tient confiant devant l'hologramme, ses yeux jaunes brillants d'une détermination nouvelle. Ça pourrait paraître dingue pour certains, mais pour un éclaireur comme moi, c'est largement faisable. Il prend une longue et profonde inspiration pour calmer les battements de son cœur. Très bien. Avec un petit sourire déterminé et les poings serrés, Seo Yul se prépare pour la chasse. C'est parti. Au fond de l'ancien donjon, une étrange lumière rose vacille contre les murs de pierre sombre. Soudain, une goule pousse un cri perçant, dévoilant des rangées de dents pointues comme des aiguilles alors qu'elle s'apprête à frapper. Seo Yul bondit en avant, sa lame luisant d'un bleu éclatant alors qu'il tranche le monstre net. Un message système apparaît, il vient de monter de niveau après ce kill. L'horloge tourne, il ne lui reste plus que 30 minutes pour traquer les 4 dernières ghouls. Il s'essuie la bouche, épuisé. Il doit accélérer la cadence s'il veut terminer ce tutoriel à temps. Il se tient au-dessus de sa proie, récupérant une nouvelle arme sur le tas. Les choses se passaient en fait mieux que prévu. Activant sa compétence carte, les yeux de Yul brillent d'une lumière dorée alors qu'il scannait les alentours. L'agencement holographique apparaît,
localisant les dernières cibles éparpillées dans le temple. Il en abat un autre, espérant garder cet élan jusqu'à la toute fin. Quelques heures plus tôt, la tâche semblait bien plus insurmontable avec 14 cibles restantes et une limite de temps serrée. Quand il est arrivé à 10 ghouls, il s'est enfin senti confiant sur ses chances de respecter le délai. Mais cette confiance a vacillé lorsqu'il a repéré une goule massive tapie dans l'ombre, en train de l'observer. La carte indiquait que c'était un loup solitaire, ce qui rendait généralement le kill plus facile. Mais ce gars est différent. Yul n'a aucune idée du temps qu'il lui faudra pour le faire tomber, ni même s'il en est capable. Il décide de se débarrasser des plus faibles d'abord pour gagner du temps en vue du combat final. Il pique un sprint dans les couloirs sombres, ses pas résonnant sur le sol en pierre. Il dérape pour s'arrêter net quand la goule aux yeux rouges sort de l'ombre pour lui barrer la route. Yul dégaine sa lame. Il est plutôt content que le monstre soit venu à lui au lieu de devoir le traquer. Les griffes du monstre crissent contre le carrelage alors qu'il se prépare à bondir. Puis il réalise un truc. Cet enfoiré sournois n'était pas seul après tout. 3 autres ghouls rampent hors de l'obscurité, l'encerclant complètement. Il n'arrive pas à croire qu'elle se soit carrément mise à faire équipe pour le coincer. Il vérifie sa carte en panique, réalisant qu'il a marché droit dans le pire des scénarios. Il essaie de garder son sang-froid. Il sait qu'il ne peut gérer que 2 de ces trucs à la fois, et là, il est en infériorité numérique. Il est bloqué, sans issue apparente. Il doit trouver un moyen de percer leur ligne. Son esprit passe en revue toutes les options, mais la situation stratégique s'annonce bien craignos. Les indicateurs rouges sur son interface le confirment, il est officiellement échec et mat. Il serre les dents, se demandant si c'est vraiment ça, la limite d'un chasseur de randée. Mais quelque chose cloche. C'est censé être un tutoriel, et ça ne devrait pas être impossible de gagner. Il hurle après le système, exigeant une compétence qu'il puisse réellement utiliser pour survivre à ça. Ces compétences commencent à réagir, avec le 6e sens et la synesthésie s'activant en simultané. Il fixe la meute du regard, les provoquant pour qu'ils viennent le chercher s'ils en ont les couilles. Une nouvelle notification clignote. Il a découvert une compétence appelée « rotation de bloc » en reliant sa carte et ses sens. Une étrange lumière bleue jaillit autour de lui alors que la nouvelle compétence prend effet. Le système confirme qu'il peut maintenant manipuler les blocs du donjon directement via la carte. Il regarde ses mains, observant l'essence numérique de la pièce réagir à sa présence. Le système renforce l'idée que tout l'agencement est désormais sous ses ordres. Un modèle 3D du temple flotte devant lui, et tout fait enfin sens. Sur la carte, une icône verte apparaît au-dessus des dalles du sol avec une commande toute simple, pivoter. Il se demande s'il peut vraiment faire tourner la pièce elle-même pour se sortir de là. Sous ses yeux, les ghouls ont lancé leur assaut final, leurs griffes acérées plongeant droit vers sa gorge. Mais à ce moment précis, l'interface du système a basculé avec la commande « pivoter », brouillant instantanément les positions de Yul et de la horde de ghouls. Un flash aveuglant de lumière bleue a explosé, brûlant les yeux de tous les monstres de la pièce. Quand la lumière s'est dissipée, Seo Yul s'était évaporé, laissant les ghouls pousser des cris stridents et furieux. Yul brandit sa lame bleue luisante, réalisant qu'il a enfin compris comment utiliser ses nouveaux pouvoirs d'architecte en combat. Il affiche un sourire confiant, ses yeux brillants d'or. Chasser n'a jamais semblé aussi facile. À chaque rotation, il disparaissait et réapparaissait. L'agencement du donjon changeait constamment au rythme de ses mouvements, laissant les ghouls complètement paumés. Tirant parti de son nouvel atout majeur, il taillait à travers les rangs ennemis avec une facilité déconcertante, sa lame laissant une traînée d'étincelles bleues dans le couloir sombre. Il dansait au milieu de la meute de ghouls, distribuant des coups de couteau dans le dos, mortels avant même que les monstres ne pigent ce qui leur arrivait. Une puissante décharge électrique jaillit de sa frappe, grillant complètement le monstre devant lui. Changeant de cible, il a enchaîné une série d'attaques sans répit, sa lame crépitant d'éclairs bleus en continu. Atteignant enfin le boss rouge sang, Yul l'a fait tourner en bourrique comme un jouet. Mais ce monstre n'était pas un tendre. Dans un accès de rage primitive, il a commencé à détruire les murs mêmes que Yul venait de créer. La bête était loin de se douter qu'elle s'en prenait à un joueur système. Yul réduisait lentement mais sûrement sa barre de vie et son endurance à 0. Une autre rotation a été lancée par Yul, tordant encore plus le champ de bataille selon sa volonté. Cette fois, il met le paquet. Un mur massif se matérialise de nulle part et s'écrase en plein dans le dos de la goule, l'impact brutal envoyant des ondes de choc dans les airs. Le monstre s'agite et perd l'équilibre après le choc. On dirait bien que son endurance a touché le fond. En une fraction de seconde, il sprinte à travers les couloirs comme un éclair, réduisant la distance avec sa dernière cible. Il bondit haut dans les airs, criant que c'est le dernier dont il a besoin.
Il abat sa lame luminescente avec fracas, l'enfonçant profondément dans la peau du monstre. La goule tente de résister, montrant les crocs alors que l'électricité bleue danse sur son corps. Mais la force de Yule est écrasante. Il enfonce sa main dans le torse de la créature. Il lutte un instant, des étincelles jaunes volant alors que Yule repousse le monstre. Ses yeux brillent d'une lueur jaune féroce alors qu'il fixe sa proie, lui rappelant ce qu'il a dit plus tôt. Une énorme vague d'énergie jaillit du point d'impact, aveuglant tout dans la pièce. Avec un ultime coup d'épée explosif, il rejette l'idée de mourir après être arrivé si loin. Une notification système retentit. Le tutoriel est enfin terminé, et il est officiellement concepteur de labyrinthe. Il reçoit les compétences exclusives Roi du labyrinthe et Sphère, lui permettant de transformer ses kills en sa propre armée personnelle. Le système lui demande s'il veut retourner en lieu sûr, marquant la fin de son calvaire. De retour à Séoul, une forte pluie s'abat sur les rues de la ville alors que les gens appellent leur chef de section. L'équipe de sauvetage de Yule est en panique, essayant désespérément d'organiser un retour dans le donjon pour le retrouver. Le membre blond de l'équipe crie de frustration, faisant remarquer que le portail a déjà disparu, ne laissant aucune trace de leur aîné. Soudain, quelqu'un croque tranquillement dans une glace juste derrière eux. Seo Yule s'avance sous la pluie avec un parapluie, l'air totalement indifférent au chaos ambiant. Ses coéquipiers se figent, la mâchoire décrochée en réalisant que leur aîné, disparu, se tient juste là. Ils suggèrent nonchalamment qu'ils aillent juste prendre une glace et finissent leur journée, à leur grand étonnement. La vie en ville reprend son cours normal, mais le monde de Yule a changé pour toujours. Il commence à expérimenter avec ses nouveaux pouvoirs, matérialisant une sphère bleue tourbillonnante dans sa paume. Assis près d'une fontaine un peu plus tard, il réalise que la sphère peut être utilisée pour aspirer ses ennemis dans son labyrinthe personnel. Une fenêtre de statut détaillée indique que c'est une compétence de rang S, mais l'avertit que les ennemis qui s'en échappent n'en sortiront que plus forts. Il fixe le petit portail, sachant qu'il ne peut pas se balader en emprisonnant des gens n'importe comment. Il note que puisque la sphère est invisible pour les gens normaux, ce serait incroyablement facile de l'utiliser pour des captures surprises. En vérifiant le statut de son labyrinthe, il voit qu'il contient actuellement 20 corps, mais c'est encore beaucoup trop faible. Il repense au monstre qu'il a tué, sachant qu'il doit peupler son domaine de créatures bien plus puissantes pour survivre. Seo Yule serre le poing alors qu'un portail bleu miniature tourbillonne au-dessus. Pour protéger ce qui compte, il sait qu'il a besoin de bien plus qu'un simple titre. Il a besoin de pouvoir. Sa profonde réflexion est interrompue par une voix familière. Yeon-hye se tient derrière lui, curieuse de son regard perdu dans le vide. C'est une étudiante du quartier qu'il connaît depuis des années. Avec un grand sourire, elle lui offre un sac de pommes fraîches. Acceptant le cadeau, Yule croque dedans, le fruit croquant offrant un petit réconfort après l'intensité du donjon. Il est surpris par sa générosité, mais Yeon-hye balaie ça d'un revers de main, parlant d'une simple affection de voisinage bâtie sur une demi-décennie. Alors qu'il marche en ville, il lui demande comment se passent ses études, essayant de maintenir un semblant de vie normale. Yeon-hye soupire, admettant que la vie scolaire est devenue une routine monotone. Yule écoute attentivement, ses yeux dorés reflétant une nouvelle profondeur de compréhension. Leur discussion détendue est coupée court par un appel à l'aide désespéré résonnant dans la rue. Une mère paniquée est retenue par la police, le visage déformé par la douleur, alors qu'elle hurle le nom de son enfant, Somi. Au-dessus de l'hôtel-boutique, une sinistre lueur rose commence à émaner du toit. Yule réalise instantanément la gravité de la situation. Ce n'est pas un incendie, c'est une rupture de donjon. Le vortex rose est une porte d'entrée permettant aux monstres de se déverser dans la ville, un désastre inévitable quand un portail est négligé trop longtemps. Agissant vite, Yule rend le sac de pommes à Yeon-hye, son attitude passant à une concentration absolue. Il lui dit qu'il a un travail à faire pour le département de sauvetage, son air décontracté remplacé par l'aura d'un chasseur aguerri. Le chaos éclate près de l'hôtel alors que les autorités luttent pour maintenir l'ordre et repousser la foule grandissante. Malgré les avertissements, Yule franchit le périmètre, ignorant la tentative du flic de l'arrêter. D'une main ferme, il présente sa carte d'identité officielle, confirmant son statut de membre du département de sauvetage de Séoul. L'officier hésite, le prévenant que le reste de son équipe n'est pas encore arrivé, mais Yule ne va pas attendre. Il balaie les inquiétudes du policier, son esprit calculant déjà les risques et les bénéfices à l'intérieur. La menace est claire. Une horde de gobelins rouges l'a déjà infesté l'hôtel, rendant une entrée en solo purement suicidaire pour n'importe quelle personne normale. Mais c'est exactement pour ça qu'il doit agir maintenant. Chaque seconde de perdu est une vie potentiellement envolée. Les cris de la mère ne font que renforcer sa détermination alors qu'elle confirme que sa jeune fille est toujours coincée dans les couloirs infestés de monstres. Il s'avance vers l'entrée,
le poids de la situation pesant sur ses épaules, pourtant son rythme ne faiblit jamais. Il regarde en arrière une dernière fois, le rassurant qu'il ne rentre pas seul. Alors qu'il passe les portes tournantes, il repense au fait que les grandes guildes ne se soucient que des profits, laissant ces petits portails non rentables pourrir. Les gens vivent dans un faux sentiment de sécurité, croyant qu'ils sont protégés, alors que la vérité est bien plus cynique. Dans le hall, la sombre réalité d'une rupture de donjon s'expose sous la forme de civils à terre. Une alerte système résonne dans son esprit. Le sixième sens a été activé. Il interpelle les monstres cachés dans l'ombre, la voix froide et provocatrice. Il a un nouveau jouet à tester. Les gobelins ne restent pas cachés bien longtemps, se jetant de l'obscurité avec des cris assoiffés de sang. Ils lui tombent dessus de tous les côtés, leurs lames rouillées luisant dans la pénombre du hall. Yule se contente d'un rictus, nullement impressionné par les tactiques prévisibles de ces monstres bas niveau. D'un geste calme, il active sa nouvelle compétence, sphère. Une masse concentrée d'énergie bleue commence à se former. Un immense vortex s'ouvre au-dessus des gobelins, son attraction gravitationnelle déformant l'air autour d'eux. La soif de sang des monstres se transforme en pure terreur lorsqu'ils se retrouvent irrémédiablement aspirés dans la faille bleue tourbillonnante. Un par un, les gobelins rouges sont engloutis par le portail, leurs cris s'estompant alors qu'ils sont transportés ailleurs. Le hall est nettoyé en quelques secondes, la puissance destructrice du concepteur de labyrinthe s'affichant au grand jour. Yule tient le monde miniature dans sa paume, observant les gobelins piégés. Il réalise qu'il n'est plus l'homme qui hésiterait à utiliser un tel pouvoir. À l'intérieur de la sphère, les ghouls qu'il a apprivoisés plus tôt se préparent à festoyer sur les nouveaux arrivants. Le cycle de son labyrinthe a commencé. Avec une lueur confiante dans les yeux, Yule déclare que le vrai spectacle ne fait que commencer. Il est le maître de ce domaine maintenant. Ça, c'est un gobelin rouge. Ce n'est qu'un monstre d'une étoile, mais il reste une sacrée plaie en groupe. Ils chassent ensemble, suivant le moindre ordre de leur chef pour submerger leur proie. Physiquement, ils sont à peu près pareils qu'un gobelin normal, mais il y a une différence majeure. Ces trucs sont en fait assez intelligents pour utiliser des tactiques de chasse coordonnées. Ils sautent des ombres, essayant de déborder les ghouls avec une attaque surprise. Mais Yule observe tout via l'interface de son donjon, et il ne compte pas laisser passer ça. Il modifie le labyrinthe instantanément, projetant un mur droit sur les monstres en pleine charge. Le gobelin se fait écraser contre la pierre avant même de pouvoir balancer son arme. Le couloir entier se transforme en piège mortel alors que les murs se mettent à balancer les intrus dans tous les sens. Yule vérifie les données et remarque que les gobelins commencent déjà à s'habituer à l'agencement. Il marche dans le couloir de l'hôtel, enjambant un couteau ensanglanté abandonné. Le farm automatique se passe bien, mais il doit rester vigilant. Ses yeux brillent alors qu'il analyse la carte holographique, mettant au défi les plus rapides de tenter une autre approche. Il traque le moindre de leurs mouvements à travers les murs en temps réel. Pour lui, ces gobelins ne sont pas les prédateurs, ce sont eux les proies. Il arrive au 17e étage de l'hôtel. Il trouve une chambre qui a clairement été saccagée. Cachée à l'intérieur se trouve une petite fille nommée Somi, terrifiée et essayant de rester aussi silencieuse que possible. Yule ouvre la porte et lui dit qu'elle n'a plus à s'inquiéter. Il gère la situation. Il commence à la guider vers l'ascenseur. Somi le suit de près, émerveillé qu'il ait nettoyé tous ces monstres à lui tout seul. Il ne mentionne pas les ghouls, vu que tout ce que ses unités attrapent compte techniquement comme son propre boulot de toute façon. Il est juste content que son plan d'attirer les monstres dans le labyrinthe ait si bien marché. Il visualise comment les gobelins utilisaient leur odorat pour traquer quiconque se cachait dans l'hôtel. S'ils n'avaient pas bougé aussi vite, ils auraient trouvé Somi en un rien de temps. Soudain, une notification système s'affiche devant lui. Un avertissement apparaît, plus de la moitié des défenseurs de son labyrinthe ont été décimés. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent. Il dit à Somi de descendre se mettre à l'abri, mais elle ne comprend pas pourquoi il reste derrière. Il lui fait un signe de la main et dit qu'il doit juste aller attraper le dernier vilain qui reste. Dès qu'elle est partie, son expression change. Il sait exactement qui est responsable des dégâts. Son orbe montre le roi des gobelins rouges en train de massacrer ses ghouls en règle. Il songe à les laisser continuer à se battre, mais si ses unités perdent, le boss sera juste un plus gros problème sur les bras. En plus, il y a un truc à l'intérieur du labyrinthe qu'il veut voir de ses propres yeux. Il traverse un portail bleu et atterrit pile au milieu du carnage. Il jette un œil aux destructions et siffle. C'est du joli boulot pour un monstre. Il se tient au-dessus des restes de ses unités, constatant à quel point le boss a saccagé l'endroit. Levant une main pour ouvrir la carte de son labyrinthe, Yule murmura qu'il était temps que le boss arrête de s'en prendre à ses spires.
Après une série de tapotements et de balayages rapides, Yul et le boss se tenaient enfin face à face, avec seulement un immense mur holographique pour les séparer. Le sol tremble alors que le mur pivote d'un coup, balançant le roi des gobelins rouges dans le couloir. Il vacille en arrière, manquant de lâcher la gigantesque épée à 2 mains, aussi grande que sa propre carcasse monstrueuse. Yul fait juste un geste pour inviter le monstre à venir chercher sa raclée. Le roi rugit et bondit en avant avec un coup de poing qui fait trembler le sol. Il enchaîne avec un énorme coup de son épée, hurlant qu'il va le tuer. Seo Yul est focus. Il sent la fatigue, mais une nouvelle énergie circule en lui. Le roi des gobelins rouges frappe, mais Yul a déjà 2 longueurs d'avance, bougeant avec une vitesse qu'il n'avait pas avant. Malgré l'épuisement, son corps semble plus léger que l'air. C'est le résultat de son éveil en tant que concepteur de labyrinthe. Il ouvre sa fenêtre de statut pour shaker les dégâts. Niveau 24. Ses stats ont fait un bond monumental à tous les niveaux. C'est une ligue totalement différente de celle où il a commencé. Le roi rugit, mais Yul n'est pas impressionné. À la base, il avait prévu de laisser ses ghouls faire le gros du travail. Mais maintenant, il pense pouvoir finir ce boulot lui-même. La lame géante s'abat avec assez de force pour fracasser le sol. Avant que le monstre ne puisse réagir, Yul réduit la distance avec une explosion d'énergie bleue. Il porte une frappe d'une précision chirurgicale pile entre les poignets du roi, forçant l'énorme lame à glisser de son emprise. Mais le roi gobelin n'était pas un rigolo. Il a instantanément lancé un contrepoint vers Seo Yul. Même s'il a réussi à lever les 2 bras en position défensive, la force brute de l'impact l'a quand même envoyé valser en arrière. Yul freine des 4 fers, notant silencieusement que cette bête a quand même du répondant. Il se fout de la gueule du monstre, le remerciant pour le « voyage gratuit » à travers la pièce. Le corps du roi commence enfin à accuser le coup. Ses bras tremblent alors que les frappes de Yul font leur effet. Avec un sourire en coin, Yul demande si la bête arrive encore à soulever cette épée. Puisque les sbires ont déjà été gérés, Yul veut tester une dernière chose. Il provoque le boss, lui demandant où est passée toute son arrogance. Il rappelle au roi qu'il a investi pas mal d'or dans cette rencontre, alors il a intérêt à ne pas fatiguer tout de suite. Un roi est censé offrir un meilleur spectacle que ça. Il fait une pause, portant une main à son menton avec un air faussement surpris. Il demande si le grand et méchant boss a carrément peur de lui. Les yeux du roi s'enflamment de pure rage. Ses pieds claquent violemment contre le carrelage alors que le monstre se prépare pour un ultime mouvement désespéré, un vrai kit ou double. Le roi charge, hurlant pour avoir la tête de Yul. Yul campe sur ses positions, attendant que le monstre prouve sa valeur. Il attendait ce moment précis. Le boss se jette en avant avec tout ce qui lui reste. Mais un bruit de lourde chaîne qui s'entrechoque emplit la pièce. Loin au-dessus, le dispositif anti-intrusion ultime est prêt. Dans un éclair de feu et d'acier, le plafond s'effondre avec fracas. Yul fait des adieux glaciaux alors que le monstre se fait désintégrer. Le système le confirme. Le piège du plafond à pointe s'est déclenché avec succès. Une fin pathétique pour le roi, coincé sous des tonnes de pierre et de fer. Il ne reste plus que son bras, serrant toujours la lame géante alors qu'il tombe dans le vide. Les chaînes se relâchent alors que la poussière commence à retomber. Yul se tient au milieu des pointes ensanglantés, l'air totalement serein. Ça lui a coûté 20 pièces d'or à installer, mais dans sa tête, ça valait chaque centime. On ne peut juste pas contester des résultats pareils. Les notifications commencent à pleuvoir, une montée en niveau et une nouvelle fournée de recrues pour son labyrinthe. Il finit par sortir, se frottant la nuque endolorie alors que l'adrénaline commence à redescendre. Une voix crie son nom, et il se retourne pour voir un visage familier. C'est son patron, le chef de section, et il est complètement hors de lui. Il a attendu dehors tout ce temps pendant que Yul jouait les héros. Le chef l'attrape, vérifiant s'il est blessé et exigeant de savoir s'il s'est vraiment fait toute la horde tout seul. Yul joue simplement les idiots, blâmant une blessure à la tête pour sa perte de mémoire. Il essaie même de gratter un dîner au bœuf gratuit au passage. Son patron grogne, réalisant que Yul recommence ses jeux de mots habituels. Un homme en manteau marron et lunettes, Kwon Sung-soon, s'avance et interrompt la discussion entre Seo Yul et son boss. Il demande poliment s'ils sont du département de sauvetage. Se présentant comme le chef de section représentant la guilde en Wall, Kwon Sung-soon leur demande un moment pour parler en privé. Le boss de Seo Yul, l'air sceptique, accepte l'entrevue pendant que Yul observe de loin avec une expression prudente. Kwon Sung-soon commence par leur offrir ses sincères remerciements pour leur aide dans la résolution rapide de la rupture de donjon. Sans perdre de temps, il se rapproche et pose une main persuasive sur le chef de section du département de sauvetage. Il va droit au but,
leur demandant d'éviter de parler aux journalistes de ce qui s'est passé à l'intérieur. Ses yeux brillent derrière ses lunettes alors qu'il explique que la Guildenstern veut étouffer l'affaire pour éviter de rendre le public plus inquiet. Il mentionne les parrainages fréquents de la Guilde envers le bureau de gestion, l'utilisant comme moyen de pression pour s'assurer de leur compréhension en tant que confrère chasseur. Seo Yul voit clair à travers son masque poli, réalisant que c'est comme ça que les guildes puissantes empêchent la vérité d'éclater. Il pense à l'énorme fossé dans la perception du public entre les chasseurs barons du bureau et les chasseurs d'élite des guildes qui peuvent atteindre le rang S. À cause de ce pouvoir, les gens croient aveuglément que les guildes seront toujours là pour les protéger. Yul serre les poings de frustration, détestant voir comment les guildes exploitent cette confiance non méritée, mais sachant qu'il ne peut pas changer le système tout seul. Kwon Sung-soon continue son baratin, supposant qu'il les a déjà mis dans sa poche avec ses promesses de coopération. Seo Yul décide de jouer le jeu, affichant un grand sourire hypocrite en considérant à quel point l'association des chasseurs étoufferait facilement l'histoire de toute façon. Il sait qu'attirer trop l'attention ne lui apporterait que des ennuis sans aucune récompense. Mais son sourire se fait plus tranchant alors qu'il dit aux représentants de la guilde qu'une simple compréhension ne suffira pas pour acheter son silence. Il attrape Kwon Sung-soon par le bras, se penchant vers lui pour lui rappeler que nettoyer la merde des guildes est un travail dur et coûteux. Avec une expression calme mais ferme, Seo Yul fixe son prix pour garder les secrets de la guilde bien au chaud. Avec ses yeux brillants d'un jaune prédateur, Seo Yul lui dit exactement ce qu'il veut. Un sponsoring de 10 milliards de wons pour couvrir leurs besoins. Kwon Sung-soon reste sans voix, le visage pâle de choc alors qu'il réalise qu'il n'est plus celui qui contrôle la négociation. Dans un parc tranquille, quelques vieux gars sont rassemblés autour d'une table pour faire une partie pendant que Seo Yul passe en faisant son jogging. Il s'arrête une seconde pour prendre une longue gorgée de son café glacé. Après tout ce bordel à l'hôtel, Seo Yul a enfin réussi à gratter 2 jours de vacances. Il a géré la rupture de Donjon en solo et a même extorqué des fonds à la Guildenstern, alors il a clairement mérité de se reposer. Le souci, c'est que tous ses collègues le regardent de travers, se demandant comment un éclaireur s'est farci une horde de gobelins tout seul. Il décide qu'il n'y a aucune raison de leur parler de son réveil pour le moment. Être concepteur de labyrinthe est une classe cachée, et une annonce officielle n'attirerait que l'attention non désirée des grosses guildes. Au lieu du combat direct, il peut juste piéger ses ennemis dans une structure qu'il a conçue. C'est plus sûr et plus efficace. Donc, pour l'instant, le plan est juste de se concentrer sur la gestion du labyrinthe. Mais entretenir un donjon n'est pas gratuit. Réparer les murs cassés et faire réapparaître les monstres coûte de la monnaie. L'interface du système montre que la durabilité du labyrinthe du tutoriel est tombée à 80 sur 150. Le coût est calculé en or, la monnaie standard utilisée par les chasseurs du monde entier. Ça facilite les calculs, mais ça ne rend pas la facture plus facile à avaler. Les réparations totales coûteront 53 pièces d'or, ce qui représente plus de 5 millions de wons. C'est presque le double de son salaire mensuel. Il a réussi à économiser 80 pièces d'or jusqu'à présent, alors il décide de faire l'investissement et valide le paiement. Avec les réparations en cours, il ferme la fenêtre du système. Il est temps de retourner à son café. Mais son téléphone se met à vibrer, et il redoute déjà la personne qui l'appelle pendant son jour de congé. Il décroche, l'air saoulé d'être dérangé alors qu'il essaie de se détendre au parc. À l'autre bout du fil, c'est Lee Jingyi du département de surveillance, et elle affiche déjà un air suffisant. Elle veut qu'il utilise ses compétences d'éclaireur pour trouver quelqu'un pour elle tout de suite. Elle lui dit que puisqu'il est en vacances, il a largement le temps de donner un coup de main. Seo Yul ne la laisse même pas finir et lui raccroche simplement au nez. Il jette son gobelet vide à la poubelle, essayant de rester concentré sur ses propres projets. Il se dit qu'il peut réduire les coûts en ne faisant pas respawn tous les monstres. Si quelqu'un s'introduit, il gérera ça lui-même. Le téléphone sonne à nouveau, et il répond en poussant un cri de frustration. Jingyi est désespéré maintenant, le suppliant de l'aider et promettant de lui payer un bon steak au resto. Elle essaie même d'utiliser ses charmes pour le faire plier, se qualifiant de femme délicate. Elle lui dit qu'une fois qu'il entendra le nom de la personne qu'elle cherche, il voudra lui aussi le trouver. Le nom est Kang Taezan. Seo Yul Esserit Net. Il admet qu'il a toujours voulu rencontrer cet homme au moins une fois. Il active ses sens d'éclaireur, se disant que quelqu'un de ce calibre devrait être facile à repérer. Du côté du pavillon, l'atmosphère semble différente. Une main ridée abat brutalement une pièce sur le plateau de Jingyi. « Tu as joué un mauvais coup », dit le vieil homme. Les autres joueurs commencent à s'embrouiller, gueulant sur le gagnant pour qu'il joue correctement. De loin, il sentait un truc, mais de près, c'est intense. Le vieil homme est enveloppé d'une aura rouge sombre que seuls les éveillés les plus puissants possèdent. Ça le fait ressortir même depuis l'autre bout du parc.
Seo Yul l'observe attentivement, se demandant si ce gars est vraiment la légende dont il a entendu parler. L'homme ressemble plus à un campagnard qu'à un chasseur de haut niveau. Pendant que Yul était perdu dans ses pensées, l'adversaire de Taezan a remarqué le petit jeune qui regardait leur match et a demandé s'il savait jouer. Seo Yul hoche la tête et s'approche. Le vieil homme lui demande de donner quelques conseils sur la façon de battre son adversaire. Montrant le plateau du doigt, Seo Yul suggère de bouger le chariot en premier pour prendre l'avantage. Soudain, un message système flash devant ses yeux. Sixième sens a été activé. Une traînée de lumière bleue siffle près de sa tête alors qu'il réussit de justesse à esquiver une attaque fulgurante. Le projectile frôle le visage de Seo Yul et s'écrase dans le décor derrière lui avec un craquement violent. Les vieillards s'éloignent en panique, sous le choc, alors qu'une pièce de Janji est enfoncée profondément dans le tronc d'un arbre, laissant le bois fumant. Le vieil homme se lève, son aura s'enflammant alors qu'il prévient que s'il peut tolérer les intentions cachées, il n'a aucune patience pour quelqu'un qui se fout de son jeu. En voyant ce niveau de puissance de ses propres yeux, l'éclaireur réalise que ses soupçons étaient fondés. Ce n'est pas juste un petit retraité. Il se tient devant l'un des 5 seuls chasseurs de rang S de toute la Corée. Voici le légendaire maître d'armes, un homme capable de transformer n'importe quoi en instrument de destruction absolue. Malgré son statut, il semble plus offensé par le coup minable que Seo Yul a suggéré sur le plateau que par le fait que l'homme l'approche. Il reprend une posture calme, l'intention de tuer s'évaporant aussi vite qu'elle est apparue. Soudain, Lee Jingyi débarque en courant à travers le parc, criant le nom de son maître tout en essayant de reprendre son souffle. Le maître dévisage Seo Yul avec suspicion, lui demandant s'il fait partie du département de surveillance envoyé pour l'harceler. Le protagoniste lui montre l'appel téléphonique avec Jingyi, clarifiant qu'il est en fait juste un éclaireur pour le département de sauvetage. Kang Taezan est impressionné qu'un simple guide ait pu esquiver avec autant d'arrogance, bien que Seo Yul plaisante en disant qu'avoir trop de talent est son seul défaut. Le vieux chasseur ricane, disant aux morveux qu'il s'en sortirait bien mieux s'il n'avait pas la langue aussi pendue. Jingyi les rattrape enfin, engueulant le maître pour avoir disparu alors que son équipe le cherchait partout. Elle le pousse à rentrer vu que les recrues attendent déjà, et il accepte à contre-cœur. Elle est sincèrement curieuse de savoir comment un simple éclaireur a trouvé quelqu'un que même son département spécialisé n'arrivait pas à traquer. Il fait juste un pouce en l'air avec un air prétentieux, affirmant qu'il est simplement trop fort avant d'essayer de s'éclipser. Le maître l'arrête net, n'ayant clairement pas encore fini avec ce jeune homme arrogant. Taezan lui ordonne de les accompagner, décidant qu'il veut tester personnellement cette confiance en soi. Il se dirige vers l'immense centre d'entraînement où la prochaine génération de chasseurs est en train d'être formée. Une fois à l'intérieur, le rang S commence un cours sur la capacité maximale, la limite stricte que possède chaque individu éveillé. Il explique que si le système vous étiquette comme rang C, vous ne pourrez jamais vraiment échapper à cette étiquette, peu importe à quel point vous vous entraînez. Cependant, les vrais arts martiaux sont une autre histoire, car ils ne peuvent pas être entièrement quantifiés par de simples chiffres sur un écran. Il soutient que la maîtrise d'une arme peut combler ce vide et rendre un chasseur nettement plus fort que son rang ne le suggère. Pour illustrer son propos, il dégaine une lame qui bourdonne d'une intense énergie bleue. Les chasseurs de l'administration et les recrues restent assis dans un silence de mort, buvant chaque parole du maître. Seo Yul se tient parmi eux, l'air totalement désintéressé, souhaitant juste rentrer chez lui pour vérifier son labyrinthe. Taezan pointe du doigt une recrue nommée Han Siwo, qui annonce fièrement s'entraîner ici depuis 4 mois. Les autres chuchotent que Siwo est un rare rang B au sein de leur département, en train de se faire un nom. Le maître lui dit qu'il a du potentiel, ce qui est l'unique raison pour laquelle on l'autorise à se tenir là aujourd'hui. Il empoigne son épée et se prépare à tester la salle avec une question cruciale. Il demande au groupe ce qu'il croit nécessaire pour manier une arme correctement. Siwo prend la parole en premier, affirmant que cela nécessite une force physique brute et une compréhension totale de ses propres compétences. Le vieil homme reste silencieux un instant, laissant la réponse flotter dans l'air. Puis il porte son attention sur le morveux arrogant, debout juste à côté de Siwo, lui demandant son avis. L'éclaireur ne se prend pas la tête. Il dit simplement que c'est la volonté de réellement balancer l'arme. Les autres recrues se moquent de cette réponse basique, convaincus que la réponse détaillée de Siwo était bien plus juste. Le maître lui demande s'il est absolument certain d'une réponse qui a l'air aussi bidon. Il le regarde droit dans les yeux, confirmant sa position tout en reconnaissant à quel point le regard du vieil homme est perçant. Taezan marmonne qu'il est vraiment un gamin arrogant, mais un sourire en coin commence à se dessiner sur son visage. Il pointe Seo Yul du doigt et déclare que c'est lui qui a la bonne réponse. Pendant que le protagoniste encaisse les louanges avec flegme, Siwo a l'air complètement furax de s'être fait voler la vedette. Han Siwo serre les dents,
sa frustration atteignant le point d'ébullition après avoir été recalé pour un outsider. Il explose de colère, hurlant sur Kang Taezan et exigeant de savoir comment la réponse simpliste d'un non-inscrit pourrait être correcte. Seo Yul regarde cette crise avec une expression calme et blasée, se demandant pourquoi un homme adulte pique une telle crise pour une simple question. Faisant taire la salle, le vieux maître déclare qu'il va donner un test aux deux hommes pour prouver laquelle de leur philosophie tient la route sous pression. Il les met au défi de prouver leurs mots par l'action, demandant s'ils sont assez courageux pour accepter les conditions de l'épreuve. Alors que la recrue au sang chaud accepte immédiatement, le protagoniste essaie de décliner poliment, plus intéressé à rentrer chez lui qu'à chercher la merde. La légende tourne les talons, affirmant qu'il va juste y aller avec le « grand gaillard » comme prévu, puisque l'éclaireur est si hésitant à participer. Mais il ajoute une énorme condition. Réussir le test signifie devenir officiellement son disciple personnel. Cette révélation stoppe le jeune homme net, son ennui habituel instantanément remplacé par une vive prise de conscience. Être le disciple d'un rang S va bien au-delà de la simple force. C'est un ticket d'entrée pour les plus hautes sphères du pouvoir et de l'influence dans le pays. Remarquant le changement dans le regard du gamin, le doyen demande avec un sourire complice s'il se sent enfin un peu plus motivé. Le protagoniste reste silencieux un instant. Sa posture nonchalante a disparu alors qu'il commence à prendre la situation au sérieux. Il serre fort le poing, l'attrait d'une telle connexion de haut niveau prenant finalement le dessus sur son envie d'éviter les ennuis. Il fixe le maître avec un rictus tranchant et déterminé, déclarant que l'enjeu est largement suffisant pour le faire bouger. Kang Taezan expose les conditions. Le test est simple. Il leur dit d'utiliser la compétence qu'il est sur le point de leur transmettre pour briser la pierre d'éther. Le prix est énorme. Le vainqueur devient son seul et unique disciple. Seo Yul jauge la pierre d'éther avec scepticisme. C'est une gemme rare que seuls les éveillés les plus puissants peuvent espérer fissurer. Mais il reste bloqué sur ce que cette compétence transmise est censée être. Alors que la foule s'emballe en fond, il essaie de rester focus. Il ne va pas laisser passer cette chance, il va la saisir. Le maître s'avance, prêt à commencer le transfert. Il s'étire et se prépare, faisant signe aux recrues de commencer à observer et de tout mémoriser. L'expression de Taezan se durcit, il est temps de voir ce qu'ils ont dans le ventre. Soudain, une vague massive d'énergie rouge explose de son corps. Une notification système retentit, il libère l'aura du maître d'armes. L'air devient lourd, et le candidat senior a l'impression que ses poumons se font écraser. Seo Yul s'accroche de justesse, sa vision se troublant alors qu'il lutte pour rester debout. Au milieu du chaos, il a la vision d'une lance flottant dans un lac paisible. L'arme brille d'une lueur bleue calme et terrée. Juste comme ça, son système se met à jour. Il a maîtrisé la sérénité et le maniement de la lance du roi dragon. La pression retombe enfin alors que Taezan retire son aura. Il est impressionné qu'ils aient tous les deux survécu, leur disant qu'ils peuvent être fiers de leur potentiel. Il ne plaisante pas. La plupart des gens dans la foule sont déjà tombés dans les pommes ou appellent un médecin. Le maître caresse sa barbe, satisfait de la façon dont les candidats ont géré la pression. Il est maintenant temps de voir qui sera capable de réellement utiliser cette compétence fraîchement acquise. Le candidat senior n'hésite pas une seconde, serrant son épée de toutes ses forces. Il avance vers la pierre, pressé d'en finir au plus vite. Il est déterminé à briser la confiance de Seo Yul avant même que le gamin n'ait sa chance. Pour lui, qu'un misérable rende et survive au transfert d'aura n'est qu'un coup de bol suspect. Son épée se met à crépiter d'une intense énergie orange alors qu'il se met en position. Il se dit que la force pure est la seule réponse qui compte ici. Il abat sa lame avec un impact massif qui fait trembler toute la salle. La foule n'en croit pas ses yeux. Il a réussi à briser un morceau de la pierre. Même Taezan lui fait un signe de tête, admettant que ce n'était pas un mauvais essai. Ayant l'impression d'avoir déjà gagné, le seigneur se retourne avec un air suffisant. Il bouscule Seo Yul au passage, prévenant le petit nouveau de rester à sa place. Seo Yul ne recule pas, les yeux brillants alors qu'il se prépare à passer. Taezan coupe court à l'attention, appelant Seo Yul pour son tour. Il s'avance vers la barrière lumineuse, arme à la main. Il sait que son adversaire est plus fort en puissance brute, mais il a une approche différente. Il se souvient que Taezan a dit que sa réponse précédente était la bonne. Pour lui, tout revient à la volonté derrière l'arme. Il se demande une fois de plus pourquoi il a choisi de se battre en premier lieu. Il repense aux batailles qu'il a menées. La réponse a toujours été gravée dans le marbre. Seo Yul repense au héros qui est intervenu un jour pour lui sauver la vie. Voir ce même espoir chez les autres est ce qui le pousse à continuer. Pour protéger des gens comme ça, il sait qu'il doit devenir bien plus fort. Il a besoin d'un pouvoir qui dépasse ses limites actuelles. Il bondit en avant, déclenchant une frappe dévastatrice, perce-cœur de feu draconique. La force brute du coup laisse les autres candidats complètement sur le cul. Même le maître observe la scène avec une nouvelle étincelle de véritable intérêt. Le chasseur senior se met à transpirer,
réalisant qu'il a été totalement surpassé. Seo Yul revient tranquillement, lâchant des excuses sèches pour lui avoir volé la vedette. Il se fout de la gueule du senior, lui demandant si ça ne le dérange pas de se faire piquer sa place par un gamin. Kang Taezan leur rappelle à tous les deux que les armes ne sont que des outils. Le vrai pouvoir vient de la connaissance de soi. La décision est officielle. À partir de ce jour, Seo Yul est son disciple. Il accepte le titre avec un sourire en coin confiant. La salle explose de joie pour le nouveau successeur du maître. Ailleurs, dans une ruelle crasseuse, une scène bien plus sombre se déroule. Jinta, une petite frappe de riche, traîne Yeon-hye par les cheveux dans la poussière. Il se fout d'elle pour avoir fouiné, prétendant que ça lui brise le cœur pour sa camarade de classe. Un de ses sbires allume une clope, visiblement saoulé par la tentative de Yeon-hye d'aider un ami. Yeon-hye était intervenu à l'origine quand Jinta brutalisait un autre élève. Ce garçon a été laissé en sang, et maintenant c'est elle qui paie le prix de sa rébellion. Elle lui a tenu tête en classe, mais ici, elle n'a aucune protection. Jinta exulte, lui faisant remarquer qu'elle est maintenant complètement seule et sans défense. Il révèle que son pote est à l'hosto après avoir fait le grand saut depuis le toit de l'école. Le regard noir de Yeon-hye est assez perçant pour tuer, même à travers ses bleus. Son refus de craquer ne fait qu'alimenter la cruauté de Jinta. Il lui met un revers au visage, ricanant que son regard lui donne juste envie de la frapper encore plus. Un chasseur aux cheveux blancs arrive sur les lieux, saluant le jeune maître avec une révérence. Jinta présente son « cher chasseur de rang B » au reste de la bande. Il leur ordonne de plier bagages et de bouger, leur disant de s'assurer qu'elle ne s'échappe pas. Le mercenaire demande où exactement ils emmènent la fille. Le plan de Jinta est de l'emmener dans un coin isolé où personne ne pourra l'entendre. Il choisit une zone d'accès restreint, un endroit où ils pourront jouer autant qu'ils le veulent. Alors que le soleil se couche sur la ville, le groupe se dirige vers la zone interdite. De retour au bureau, Lee Jung-gi commente la chance qu'a eu Seo Yul de devenir disciple. Elle est sceptique quant à son choix d'arme, demandant si une simple lance fera vraiment l'affaire. Il brandit la lance de l'évolution, Roga, brillant d'une lumière dorée divine. C'est une arme unique qui évolue en même temps que la croissance et l'adaptation de son utilisateur. Lee Jung-gi est bien plus préoccupé par l'heure de sa fin de service que par cette lance légendaire. Les deux sont bloqués à la sortie par une femme essayant désespérément de forcer le passage pour entrer. La femme est paniquée, hurlant qu'elle doit parler au chef Seo Yul immédiatement. Elle est morte de peur car sa fille ne répond pas à son téléphone et que quelque chose tourne vraiment mal. Seo Yul s'arrête net en la reconnaissant. C'est la mère de Somi. La femme se précipite vers lui, le visage masqué par une pure terreur alors qu'elle hurle son nom. Elle agrippe sa chemise de ses mains tremblantes, implorant pour Yeon-hye. En sanglotant, elle lui annonce que Yeon-hye a été emmené vers la zone jaune. L'expression de Seo Yul change alors que le poids de ses mots fait tilt. Ses yeux brillent d'une intention meurtrière et glaciale alors qu'il demande exactement qui l'a embarqué. Au fin fond des bois, l'un des gars commence déjà à flipper vu à quel point ils se sont enfoncés dans la zone interdite. Jinta leur dit de se détendre puisqu'il a ramené un chasseur de rang B pour les protéger. En plus, il veut tester un truc. Il est curieux de voir qui gagnerait dans un combat, son garde du corps ou un monstre de haut niveau. Pendant ce temps, Yeon-hye a l'air absolument terrifié à côté de lui. Jinta se moque de sa peur, prétendant que les monstres ici sont faibles et que son chasseur pourrait les éclater sans forcer. Yeon-hye se mord la lèvre, cherchant désespérément une ouverture pour s'enfuir. Soudain, elle pique un sprint, fonçant dans le feuillage dense. Jinta ne bronche même pas. Il dit juste calmement à son chasseur d'aller la rattraper. Elle panique, réalisant que ce taré est vraiment assez fou pour provoquer un combat à mort. Elle veut juste trouver un moyen de s'en sortir vivante. Une botte lui coupe soudainement la route, la faisant trébucher avant qu'elle ne puisse s'échapper. Yeon-hye heurte durement le sol, un cri de terreur lui échappant lorsqu'elle réalise qu'elle est coincée. Le chasseur de rang B la surplombe, lui disant de garder son souffle car personne ne viendra l'aider. Une ombre massive balaie soudainement le sol, figeant tout le monde sur place. Le visage du chasseur devient pâle. Il hurle à tout le monde de reculer alors qu'il sent quelque chose d'énorme approcher. Les arbres bruissent violemment alors qu'une nuée fonce vers eux. Une rafale de lames siffle vers eux, embrochant l'un des larbins en pleine poitrine. Le chasseur hurle à Jinta de faire demi-tour immédiatement. La situation vient de complètement dégénérer. Le chasseur reconnaît la menace à la seconde. Ils sont traqués par des faucons d'art. Une nuée entière descend de la canopée, les yeux brillants de faim. Pendant ce temps, Seo Yul est au téléphone, remerciant quelqu'un de lui avoir donné la position exacte. Il est déjà en tenue tactique complète, debout au-dessus d'un monstre mort, sa lance prête. De l'autre côté du fil, Kang Jung-min allume tranquillement une clope. Il dit à Seo Yul de faire gaffe, même s'il pense clairement que ce gars est arrêté d'y aller seul. Seo Yul répond qu'il n'en est plus à s'inquiéter. Il raccroche et se concentre sur sa mission. Il contemple le paysage sinistre des luminescents de la forêt, définitivement pas un endroit où on a envie de traîner. C'est la zone jaune, une zone à haut risque bouclé après une rupture de donjon. Les monstres ici ne sont pas les plus puissants,
mais ils sont incroyablement agressifs. Seo Yul sait qu'ils sont réputés pour être rusés et durs à semer une fois qu'ils vous ont repéré. Il écrase la tête d'un faucon d'art sous sa botte, décidant que ces bestioles sont en fait plus faibles que les gobelins rouges qu'il a l'habitude de gérer. Il pique un sprint à travers les bois. Il doit rejoindre Yeon-hye avant que le pire n'arrive. Quelque chose le frôle dans les arbres, mais il ne ralentit pas. Il bondit par-dessus les broussailles, les yeux rivés sur le chemin devant lui. Une nuée de faucons d'art commence à converger vers lui, mais il prépare déjà sa contre-attaque. Un message système apparaît alors qu'il commence à concentrer le pouvoir de sa lance. Ces insectes n'ont pas lâché l'affaire depuis qu'il est entré, et il commence à perdre patience. Il ouvre une faille dans l'air et dit à ses sbires de ramener tous les renforts possibles. Il décide de rassembler ses abeilles mutantes dans le labyrinthe aussi, pour pouvoir toutes les exterminer d'un seul coup. Les faucons d'art plongent, complètement inconscients de l'armée qu'ils s'apprêtent à affronter. Seo Yul sourit en coin, notant que ces insectes ont vraiment ramené un paquet de potes avec eux. L'un des faucons d'art de tête fonce, son dard pointé droit sur sa tête. Seo Yul charge en avant, les attirant tout droit dans le piège qu'il a méticuleusement préparé. Il balance un balayage horizontal, sa lance laissant une traînée de lumière bleue alors qu'elle fend la première vague. Il jauge le reste de la nuée, réalisant que ça commence à devenir franchement intéressant. Une notification système apparaît, montrant que les monstres de son labyrinthe se font décimer bien plus vite que prévu. Il comprend que s'il laisse la nuée avancer plus loin, son donjon personnel va complètement s'effondrer. Les repousser un par un ne marche pas. Ils sont juste trop nombreux pour lui tout seul. Il recule et prend une inspiration. C'est le moment de changer de tactique. Il concentre une énorme vague d'énergie bleue entre ses mains, la qualifiant de dernier recours. Il regarde les insectes avec un sourire glacial, leur demandant s'ils ont envie de piquer une tête. Il libère une explosion d'énergie torrentielle qui déchire la forêt. D'une dernière poussée, il ouvre le portail en grand. D'un coup de pied puissant, il envoie le portail valser droit dans le marais comme un ballon de foot. Alors que le portail commence à couler, l'énergie de son noyau se met immédiatement à aspirer toute l'eau environnante dans son labyrinthe. L'un de ces gobelins rouges gît vaincu au sol, mais la tendance est sur le point de s'inverser. Les faucons d'art sont pris au dépourvu, bourdonnant de confusion alors que le terrain change. Une énorme vague d'eau s'abat sur la nuée, balayant les monstres comme de vulgaires ordures. Toute la zone est inondée en un instant, la pression de l'eau écrasant tout ce qui s'y trouve. La nuée est décimée, leur nombre commençant enfin à chuter dans le sillage de l'inondation. Seo Yul soupire en refermant le portail. Il repense à tout lors que ça va lui coûter de réparer son labyrinthe après une dinguerie pareille. Il se secoue et se redresse. Le chaos est terminé, et la forêt est enfin redevenue silencieuse. Ailleurs dans les bois, des bruits de pas martèlent la terre. Jinta et son groupe courent toujours pour sauver leur peau, se demandant combien de temps ces monstres vont les traquer. Jinta hurle sur son garde du corps de Ranbei, le traitant d'incapable pour ne pas pouvoir gérer quelques insectes. Il a complètement pété les plombs, rejetant la faute sur tout le monde pour la merde dans laquelle ils sont. Une ombre file à travers les arbres devant eux. Soudain, l'un de ces larbins est tranché net en deux par un faucon d'art. Le groupe freine des quatre fers, regardant autour d'eux sous le choc le plus total. Les monstres commencent à les encercler, les yeux luisants de pure faim. Le chasseur de Ranbei serre fort son épée, pendant que Jinta hurle pour qu'il revienne le protéger, alors que les abeilles mutantes les ont encerclés de tous les côtés. À ce moment précis, un faucon d'art fonce droit sur Jinta et Yeon-hye. Ce fils de pute lui tire les cheveux et la pousse en avant pour s'en servir de bouclier humain, lui hurlant de se rendre utile pendant qu'elle gémit de douleur. Une pointe de lance fend soudainement l'air, empalant un autre monstre juste sous leurs yeux. La nuée se fait abattre avec une précision chirurgicale. Jinta panique, exigeant de savoir qui s'incruste dans son délire. Une silhouette sort de l'ombre, tenant une lance qui palpite d'une énergie orange. Il prétend être un chasseur de l'administration. Debout sous le clair de lune, Seo Yul les fixe d'un regard noir, demandant si ce sont eux qui ont traîné Yeon-hye ici. Jinta perd complètement les pédales. Il dévisage l'intrus avec des yeux ronds, hurlant pour savoir qui il est bordel. Le nouveau venu n'est pas là pour taper la discute. Il dit juste au petit con qu'il est un chasseur du bureau, alors que sa lance se met à vibrer d'énergie. Se tenant bien droit sous la lune, Seo Yul les toise. Il veut savoir si ce sont bien ces enfoirés qui ont kidnappé Yeon-hye. En voyant un visage familier, Yeon-hye craque enfin. Elle crie son nom, totalement soulagée. Seo Yul tend la main et lui tapote la tête. Il ne l'a jamais vue pleurer avant, et il est clair que la pauvre gamine en a bavé. Jinta n'est pas vraiment touché par ces retrouvailles larmoyantes. Il commence à japper sur le mec en tenue de camouflage. Il a carrément le culot d'exiger une porte de sortie. Il pointe du doigt, promettant du fric s'il le guide vers la sortie. Yeon-hye veut juste se barrer. Elle dit à Seo Yul d'ignorer ce connard et de foutre le camp. Seo Yul la regarde et s'excuse. Elle n'a aucune idée de ce qu'il s'apprête à faire. Il approche la main de sa nuque. D'une petite tape, elle tombe dans les pommes. Seo Yul lui dit qu'il va régler sa fissa et la ramener chez elle. Il plante sa lance dans la terre,
se préparant pour les vraies affaires. Il se fait craquer les phalanges avec un sourire glacial. Il est temps de régler des trucs qu'une gosse ne devrait pas voir. Jinta essaie toujours de faire le dur, hurlant sur son statut et exigeant le respect. Il commence à se la raconter, disant que son père est juge à la Cour suprême. Seo Yul s'en tape royalement, il continue d'avancer. Ce mec a l'habitude de s'en tirer à tous les coups. Harcèlement, alcool, violence. Le fric a toujours fait disparaître ses problèmes. Il continue à faire son privilégié, demandant ce qu'un chasseur de bas niveau pourrait bien faire à quelqu'un comme lui. Seo Yul répond à cette question par une lourde droite. Le coup fait mouche, projetant violemment la tête du gosse de riche en arrière. Jinta s'écrase par terre, pleurnichant comme un bébé. Seo Yul le surplombe, lui rappelant à quel point il aimait acheter sa tranquillité. Il serre le poing, les yeux brillants d'une lueur glaciale. Il lui rappelle que le mec a même essayé de le corrompre avec du fric juste avant. Il chope Jinta par le col et commence à le traîner comme un vulgaire sac poubelle. Soudain, un flash de lumière fend les arbres. Le garde du corps aux cheveux blancs se bouge enfin. Seo Yul Esserit Net. On dirait que la partie facile de la chasse est terminée. Le chasseur aux cheveux blancs le fixe. Ce gars n'est pas un rigolo. Il a les cicatrices pour le prouver. Maintenant qu'il a du renfort, Jinta retrouve la voix, gueulant des insultes depuis le sol. Le garde du corps ne perd pas de temps. Il fonce en avant pendant que le fils à papa continue d'aboyer sur Seo Yul, hurlant que même pleurer à genoux ne le sauvera pas maintenant. Il balance une énorme lame, laissant une traînée de lumière dans son sillage. La prise de Seo Yul se resserre sur son arme. Il part le coup avec le manche de sa lance, l'impact faisant trembler le sol. Il ajuste sa posture. Il voulait faire ça proprement, mais visiblement, ce n'est plus une option. Une aura rouge sombre commence à jaillir autour de lui. Il demande si ce sont eux qui ont décidé de transformer ça en un combat à mort. Il croise le fer à nouveau, le son du métal contre le métal résonnant dans la forêt. Le chasseur aux cheveux blancs commence à suer. Il croyait avoir affaire à un minable de Randé, mais il se fait repousser. La lance de Seo Yul commence à briller d'un rouge menaçant. Le garde du corps commence à piger que le niveau de ce gars ne colle pas avec son rang. Il décide que peu importe qui il est, serre les dents et met le paquet sur sa prochaine frappe. Il s'échange des coups à une vitesse folle, les étincelles illuminant les bois sombres. Le chasseur croit voir une ouverture. Il plonge, visant le coup de grâce. Mais Seo Yul est plus rapide. Il chope le bras du chasseur en plein élan et lui dit que s'engager comme ça est une énorme connerie. Il lâche sa lance pour libérer une main. Ses yeux s'illuminent d'une lueur dorée alors qu'il prend son élan. Un poing massif s'écrase en pleine face du garde du corps. L'impact est brutal. Le chasseur aux cheveux blancs est envoyé valser dans les buissons, crachant du sang en heurtant le sol. Jinta pète complètement un câble, hurlant sur son garde du corps à terre de se relever. Il accuse carrément le gars d'avoir acheté sa licence de Rambé avec l'argent de papa. Seo Yul regarde juste ses mains. Même lui est un peu surpris d'avoir couché un Rambé aussi facilement. Ça fait tilt dans sa tête. Tout ce temps passé à chasser des frelons a en fait boosté ses stats bien plus qu'il ne le pensait. Il a enfin dépassé le niveau d'un Rambé. Il lâche un petit sourire glacial. Jinta est désespéré maintenant. Il se débat au sol et ramasse un caillou, agissant comme si ça allait faire une différence contre un chasseur. Le gosse de riche fonce avec le caillou, hurlant qu'un simple chasseur du bureau ne devrait pas se foutre de sa gueule. Seo Yul ne transpire même pas. Il balance sa lance, dégageant le caillou et envoyant le gamin valser. Jinta s'étale lourdement, le visage dans la poussière. Seo Yul le regarde de haut une dernière fois. Il dit au petit con que les gens qu'il a torturés se sont probablement sentis bien pire que ça. En sang et pathétique, Jinta se met à gueuler sur la façon dont le monde tourne. Dans sa tête, si t'es pas content, t'as qu'à obtenir ton propre pouvoir au lieu de t'en prendre à lui. Le regard de Seo Yul devient glacial. Il réalise que ce gars est une cause perdue et qu'honnêtement, il ne mérite même plus d'exister. Il surplombe cette loque pleurnicharde. Il dit à Jinta de ne pas s'inquiéter. Il n'a pas la patience de rester là pour le faire souffrir lui-même. Il soulève Yeon-hye inconsciente, la sortant enfin de ce cauchemar. Au lieu de finir le travail lui-même, Seo Yul dit juste au gamin qu'il le laisse aux bêtes affamées de la forêt. Des yeux brillants commencent à apparaître dans l'obscurité. Jinta est laissé seul dans la poussière, tétanisé par la peur, alors que les ombres se referment sur lui. Une meute de loups monstrueux émerge, et ils ont l'air très affamés. Le morveux commence enfin à supplier, hurlant pour qu'il s'éloigne, mais il n'y a plus personne pour l'aider. Un ultime hurlement résonne à travers les bois, alors que les bêtes bondissent. Seo Yul ne se retourne pas. Il se contente de porter Yeon-hye au loin, pendant que la forêt s'occupe des ordures. L'affaire étant close, le cas du kidnapping est officiellement terminé. C'est des retrouvailles pleines de larmes alors que Yeon-hye retrouve enfin sa famille. Seo Yul observe de loin, satisfait du travail accompli. De retour au bureau, c'est toujours le rush. Ils ont déjà coffré les employés corrompus qui ont laissé Jinta entrer dans la zone. Les infos ont eu vent de toute l'histoire.
Les gros titres sur le fils du juge de la Cour suprême inondent les médias. Sous la pression, le juge de la Cour suprême Park Bin-jin est forcé de démissionner, mettant fin au règne de terreur de sa famille. La vie reprend son cours, et Seo-yul se retrouve de retour au bâtiment principal du bureau. Juste au moment où les choses se calment, une nouvelle notification système apparaît devant lui. C'est une quête d'extermination. Il a 30 jours pour buter la reine des frelons, où il perd la moitié de son efficacité face aux insectes. Il se rappelle avoir vu cet énorme nid en sortant de la zone jaune un peu plus tôt. Il a encore en tête le visage terrifiant de cette reine des abeilles. Se la faire ne sera pas une partie de plaisir, surtout avec une armée entière de frelons pour la protéger. Mais il n'est pas intimidé pour autant. Il veut cette gelée royale en récompense. Il sait que les frelons normaux peuvent démonter un labyrinthe à eux seuls, alors la reine doit être d'un tout autre niveau. Il décide qu'il a sa dose pour la journée et fait signe à ses collègues, leur disant qu'il débauche plus tôt. Lian l'arrête avec une pile de dossiers. Ça ne le dérange pas que Seo-yul soit actif sur le terrain, mais il ne le laissera pas esquiver la paperasse. Seo-yul fixe la montagne de paperasse avec un regard de défaite qui lui broie l'âme. D'une manière ou d'une autre, il réussit quand même à s'échapper, quittant le bureau en vitesse. Il n'a qu'un mois pour se préparer pour la reine des frelons. Il sait que les monstres ne feront que se renforcer en l'attendant. Il arrive à une académie d'arts martiaux traditionnels. S'il veut gagner, il doit être au top de sa forme. Il a à peine passé la grille qu'une voix l'interpelle pour son retard. Le maître Kang Taezan l'attend déjà. Il ne perd pas de temps et dit à Seo-yul que l'entraînement commence tout de suite. Le soleil se couche sur l'association d'arts martiaux, où Seo-yul s'apprête à commencer sa vie de chasseur en formation. Il est toujours un peu sur le cul d'avoir vraiment été nommé disciple direct. Le maître Kang Taezan lui dit de ne pas trop se mettre la pression, même si l'entraînement qui l'attend sera un obstacle colossal. Le maître le guide dans la salle d'entraînement pour lui montrer exactement à quoi il a affaire. Un disciple senior nommé Jang Geun-su attend déjà, prêt à recevoir ses ordres. Seo-yul jette un œil à son nouveau père, jaugeant un peu la concurrence. Les disciples se rassemblent alors que Kang Taezan se prépare à faire la démonstration de la première leçon. Posée sur un piédestal, se trouve la mâchoire massive et rocailleuse d'un monstre connu sous le nom de goule de fer. Le maître explique que cette créature a été la première à l'avoir jamais poussé aux portes de la mort. Pour s'entraîner, le maître agrippe les lourdes poignées fixées à la mâchoire. Il prend une profonde inspiration et concentre la moindre once de son énergie interne. Avec une soudaine explosion de puissance, il commence à écarter l'os dur comme du fer. Même à son âge, le maître reste une véritable bête, affichant une force physique complètement dingue. La mâchoire grince et gémit alors qu'elle cède enfin sous sa poigne. Le senior et les jeunes élèves sont impressionnés, tandis que Seo-yul se demande pour quel genre d'entraînement il vient de signer. Maintenant, c'est à la nouvelle recrue de s'y coller. Seo-yul s'avance et agrippe les poignets, sentant déjà la pression. Il tire de toutes ses forces, le visage rouge par l'effort. Le maître l'observe attentivement, semblant surpris par l'intensité que montre le gamin. Mais il a beau forcer comme un bœuf, la mâchoire ne bouge pas d'un centimètre. Kang Taezan lui dit de continuer, car c'est le seul moyen de développer sa force brute. L'arnaque, c'est qu'il est banni de tout autre entraînement jusqu'à ce qu'il réussisse à l'ouvrir. Seo-yul reste haletant et épuisé pendant que Geun-su observe de loin. Le disciple senior n'est pas ravi, convaincu que Yul est juste un pistonné avec de bonnes relations. Il y a 2 ans, c'était Geun-su qui grimpait ses escaliers avec un sac lourd, pressé de faire ses preuves. Il a passé des années à trimer pour gagner sa place de disciple direct. Voir un gars de l'administration débarquer de nulle part et obtenir le même rang ressemble à une vraie claque. Il ne peut s'empêcher de trouver toute cette situation complètement injuste. Le lendemain matin, Geun-su est accueilli par des salutations enjouées dès son arrivée. Il trouve Seo-yul déjà au boulot, en train de nettoyer le dojo avec un balai. Geun-su lui fait remarquer qu'il est vachement en avance, et Yul répond juste que commencer tôt c'est important, même les jours fériés. Le nouveau essaie même d'être sympa, suggérant qu'ils devraient se parler plus familièrement. Geun-su est surpris qu'un disciple direct passe du temps à ranger le dojo lui-même. Il dit fermement à Yul d'arrêter les corvées, car ça met les élèves de rang inférieur mal à l'aise. Seo-yul s'arrête, se demandant pourquoi ils ont besoin d'une division des tâches aussi stricte basée sur le rang. Il rétorque que ce n'est pas parce qu'il est disciple direct qu'il doit refiler son boulot à tout le monde. Il pense qu'ils sont tous venus ici avec le même objectif, réussir ensemble. Geun-su trouve juste ce petit numéro de « bon gars » incroyablement irritant. Les 2 semaines suivantes, le nouveau débarque au dojo tous les jours sans exception. Il passe son temps à faire le sale boulot et les corvées sans agir comme s'il valait mieux que les autres. Il fait carrément des efforts pour s'entendre avec les autres élèves, se fondant dans la masse. Mais tous les soirs, il est le dernier à partir, s'entraînant comme un malade mental sur cette fichue mâchoire. Jang Geun-su regarde Seo-yul s'entraîner, son irritation du début commençant à se transformer en un autre genre de frustration. Il réalise que la détermination acharnée du nouveau est exactement ce à quoi il aspire lui-même. Sur le piédestal, le son du métal grinçant résonne alors que Yul refuse d'abandonner l'idée d'ouvrir cette mâchoire. Après une autre tentative intense,
Seo-Yul recule, haletant pendant que ses camarades l'encouragent pour être arrivé si près du but. Quelqu'un lui tend une bouteille d'eau, le prenant au dépourvu en plein milieu de sa récupération. C'est Jang Geun-su, qui laisse enfin tomber son attitude et l'appelle Jung-na, lui disant de ne pas se tuer à la tâche. Seo-Yul lui fait un grand sourire, content de voir le disciple senior le traiter enfin comme une personne normale. Alors qu'ils font une pause, un son de cornes lourd et profond résonne dans l'air, venant de loin. Jang explique que c'est le signal de la Guilde Overcross, un groupe énorme qui est toujours en mouvement. La nuit tombe sur les terres silencieuses de l'association, mais les choses sont loin d'être paisibles ailleurs. Geun-su mentionne qu'il bossait pour Overcross avant, et c'est que c'est une bande d'acharnés qui font passer le profit avant tout. Au fin fond d'une forêt voisine, les ombres commencent à bouger alors qu'une opération secrète se met en marche. Un portail violet incandescent déchire l'air, et une équipe de chasseurs d'Overcross en armure en sort. Le boulot s'est passé mieux que prévu, et ils prévoient déjà leur prochain gros coup. Ils transportent un énorme conteneur renforcé abritant une silhouette qui n'est clairement pas humaine. Un des gardes bâille, se demandant s'ils ont vraiment le droit de capturer et de faire passer des monstres vivants en contrebande. Le chef des chasseurs le recadre direct, lui faisant remarquer que l'ORC sans d'acier à l'intérieur vaut la coquette somme de 12 milliards de wons. Pour ce genre de fric, ils sont prêts à prendre quelques risques, même si ça implique d'enfreindre toutes les lois possibles. À l'intérieur de la cage, le visage de la bête est tordu de rage, encore couvert du sang de son dernier repas. Le chasseur jette nonchalamment au loin un collier d'os arraché au mob de bas étage, montrant zéro respect pour la créature. Mais l'ORC ne reste pas les bras croisés. Il grince des dents, attendant la moindre petite faille dans sa prison. La puissance du monstre explose alors que ses yeux brillent d'un rouge menaçant, prêt à détruire tout ce qui se dresse sur son chemin. De retour près de la ville, un dysfonctionnement de portail provoque une explosion d'énergie chaotique en plein milieu d'une rue. Pendant ce temps, Seo-Yul termine sa garde en tenue de sauvetage quand son partenaire lui suggère de rentrer pour la nuit. Il décline poliment, expliquant que puisque le maître est absent, il veut aller jeter un œil aux élèves au dojo. Son collègue essaie de l'inviter à un dîner d'entreprise, mais Yul est concentré sur ses responsabilités à l'association. Soudain, une sirène forte et stridente déchire l'air, et Seo-Yul sent immédiatement que quelque chose cloche gravement. Sa radio crépite avec un appel d'urgence demandant le renfort immédiat de toutes les équipes à proximité. Le rapport est terrifiant. Un monstre boss 3 étoiles qui était transporté illégalement s'est échappé et fait un carnage. Le pire, c'est l'emplacement. Le monstre est en train de tracer sa route en plein milieu de l'association coréenne d'arts martiaux. À l'intérieur de l'association, c'est une vraie zone sinistrée avec des élèves qui hurlent et courent pour sauver leur peau. Un élève essaie de tirer un pote en lieu sûr, mais la panique ambiante est écrasante. L'immense ORC sans d'acier surplombe les décombres, son énergie rouge flamboyant alors qu'il se prépare à achever quiconque tient encore debout. Jang Geun-su est piégé en plein milieu du carnage, tabassé et en sang mais refusant de reculer. À l'époque où il a rejoint Overcross, Jang Geun-su se prenait vraiment pour un génie. Il s'était convaincu qu'utiliser des guildes partenaires plus petites était juste un avantage naturel quand on fait partie de l'élite. Mais les choses ne sont pas restées comme ça bien longtemps. Il a vite compris qu'il n'était qu'un pion remplaçable de plus dans la machine de la guilde. C'est à ce moment-là que la réalité sur la cruauté du monde l'a frappé en pleine gueule. Même après tout ça, il refusait de croire que tout était déjà complètement pourri. Il se souvenait encore de la personne qu'il avait sauvée sans exiger le moindre remerciement. Maintenant, il voulait être cette personne pour quelqu'un d'autre. Rendre les choses juste un peu meilleures. Cet état d'esprit est la seule raison pour laquelle il a réussi à survivre à cet enfer pendant 2 ans. Il tient à peine debout, mais Geun-su sait qu'il doit retenir l'attention du monstre le plus longtemps possible. S'il peut juste tenir 1 minute de plus, ou même juste 1 seconde de plus. Soudain, une énorme explosion secoue toute la zone. L'ORC sans d'acier le surplombe, prêt à finir le travail. Mais une botte s'abat, stoppant net le bras massif du monstre. Geun-su n'en croit pas ses yeux. C'est Seo-Yul. Seo-Yul lui dit de souffler un coup et de le laisser s'occuper du reste. Un message système apparaît, lui demandant s'il souhaite transférer le combat dans le labyrinthe. Tout bascule alors qu'ils sont aspirés dans un espace complètement différent. Seo-Yul se met en mouvement, essayant de mettre de la distance. L'ORC est encore plus monstrueux qu'il ne le pensait. La bête le colle au basque. Difficile à croire que ce monstre combattait déjà Overcross juste avant ça. Il fracasse littéralement les murs du labyrinthe comme s'ils étaient en papier. Il y a vraiment une raison pour laquelle ils appellent ce truc un ORC de haut rang. Puisqu'il ne peut pas encore l'affronter de front, Seo-Yul décide de lui offrir un petit cadeau. Il active une compétence, et l'air se met à trembler. Une véritable armée de ghouls et de gobelins inonde le couloir pour un assaut total. Pendant que l'ORC est occupé à gérer la nuée, Seo-Yul se met à chercher une ouverture. Le monstre est submergé, mais il tient encore debout. Un coup lourd fait mouche, mais l'ORC continue d'avancer. Le statut du labyrinthe montre que ses alliés se font décimer à vitesse grand V. Seo-Yul râle face aux dégâts.
Il venait littéralement de finir de réparer cet endroit. C'est clair que les monstres normaux ne suffiront pas à créer une vraie ouverture. Il est temps de sortir l'artillerie lourde. Une ombre massive tombe sur le sol alors qu'une créature imposante s'avance. Un monstre géant émerge des ténèbres pour rejoindre le combat. C'est le boss du labyrinthe, Zéori. Zéori fonce dans le tas, verrouillant l'ORC dans une lutte brutale. Les deux monstres se déchirent, créant le chaos dont Seoyul a besoin. Il bondit en avant, réduisant la distance en un clin d'œil. Enfin, il repère l'ouverture parfaite pour en finir. L'ORC lâche un ultime hurlement strident, alors que Seoyul enfonce sa longue lance profondément dans son corps. Mais cet ORC est un vrai monstre. Il canalise la moindre once de sa douleur pour atomiser le Zéori de Seoyul, forçant la bête à pousser un cri d'agonie déchirant. On dirait que cette dernière frappe n'a fait que le rendre encore plus fou allié. Même Seoyul est pris de court par la terrifiante résilience de l'ORC. Une alerte système confirme que Zéori, le boss du labyrinthe, a été vaincu. Un avertissement apparaît. Le respawn des monstres est désormais désactivé car le boss est mort. Seoyul regarde les restes, déplorant d'avoir perdu son monstre boss à cause de cette enflure. La créature est réduite à néant. Mais il n'a pas dit son dernier mot. Il commence à déclencher sa ligne de défense suivante. Une notification clignote alors que le piège, pluie d'acier, s'active. Une volée de flèches s'abat sur le monstre de tous les côtés. À la suite de la pluie de flèches, il enchaîne avec une lourde frappe sur le flanc du monstre. Mais visiblement, tout ça n'a pas suffi à achever l'ORC. Seoyul active chacune de ses compétences, sachant qu'il doit trouver encore une ouverture pour porter le coup de grâce. BOUM. Avec une réactivité d'une fraction de seconde, il réussit à esquiver une contre-attaque frénétique du monstre. Il glisse en arrière pour prendre de la distance, tout en utilisant son pied pour déclencher un piège caché. Une autre alerte annonce que le piège du plafond à pointe a été enclenché. Le plafond s'effondre avec fracas, écrasant tout ce qui se trouve en dessous dans une gerbe de sang. Seoyul est bien content d'avoir installé cette série de pièges au cas où. Il est satisfait de voir que sa préparation minutieuse a vraiment porté ses fruits. Une autre fenêtre de statue apparaît, mais celle-ci affiche un avertissement. Le labyrinthe est à sa limite. La durabilité chute à vue d'œil, et il s'effondrera si elle tombe en dessous de 60%. Les dégâts sont stupéfiants, et il a même pris un coup massif dans ses réserves d'or. Pendant ce temps, les gobelins rouges autour de lui commencent à danser pour célébrer leur victoire. Soudain, une secousse fait trembler le sol, le prenant au dépourvu. Un impact massif fait voler des débris dans tous les sens. Refusant de rester à terre, l'ORC se redresse violemment, fracassant les pièges du labyrinthe en 1000 morceaux. Le monstre lâche un rugissement terrifiant qui fait vibrer tout l'espace. Un avertissement clignote à l'écran, l'ORC sans d'acier est entré en état berserk. Seoyul remarque l'obstination de la bête, même alors que son labyrinthe commence à s'effondrer autour d'eux. Il concentre une ultime décharge d'énergie, créant un portail de mana tourbillonnant. Il décide qu'il est temps de ramener ce combat à l'extérieur. La scène retourne sur les terrains d'entraînement, qui sont désormais vides et silencieux. Jang Geunsu regarde autour de lui, soulagé que les recrues soient saines et sauves, mais se demandant où est passé Seoyul. Un portail se déchire soudain au beau milieu de la cour, le faisant sursauter. Le vortex tourbillonnant de mana palpite d'une lumière bleue intense. Geunsu est choqué par cette soudaine vague de puissance surgissant de nulle part. Seoyul et l'ORC font irruption dans la réalité, reprenant instantanément leur affrontement. Le monstre frappe à l'aveuglette, sa puissance amplifiée par sa rage berserk. Son énorme poing s'écrase sur lui, mais Seoyul parvient à bloquer le coup avec sa lance juste in extremis. Il se demande s'il tient le choc uniquement parce que la bête commence enfin à s'épuiser. Les attaques du monstre sont encore plus vicieuses qu'avant, et ses muscles hurlent de douleur sous l'effort. Malgré la douleur, un petit sourire se dessine sur son visage lorsqu'il réalise que son corps réagit différemment. Il repense à ses 2 semaines d'entraînement intensif et réalise qu'elles n'ont pas servi à rien. Son corps a beau donner l'impression d'être sur le point de lâcher, la puissance continue d'affluer en lui. Il ressent les résultats de son travail acharné en direct alors qu'il prépare son prochain mouvement. Sa lame brille d'une énergie féroce et crépitante alors qu'il arme son coup de grâce. Seoyul décoche une frappe dévastatrice, sa lame percutant le monstre dans un flash aveuglant de lumière et d'énergie. L'ORC sans d'acier chancelle sous l'impact, crachant du sang alors que sa rage berserk commence à vaciller face à la force brute du coup. Malgré l'épuisement et les enjeux énormes, un frisson parcourt Seoyul alors qu'il s'avoue que cette lutte à mort est en fait kiffante. Seoyul commence carrément à y prendre goût. Des étincelles de mana crépitent autour de lui alors qu'il s'installe dans le combat. Yul pensait que l'ORC serait affaibli après cette attaque. Mais à sa grande stupeur, le bras énorme du monstre se referme soudainement sur son arme. Avec une force qui semble infinie, la main libre de l'ORC balance un coup de poing brutal droit sur son corps. Même s'il a réussi à ramener ses bras pour se protéger, le poing l'envoie tout de même valser sur une sacrée distance. La force résiduelle du coup le fait rouler sur le sol de pierre avant de s'écraser au sol avec un fracas sourd. Il essaie quand même de se relever.
Il sait qu'il a perdu son arme, mais il n'est pas encore prêt à faire une croix sur sa vie. Il lève les yeux alors que quelque chose attire son attention. L'ORC arrache la lance de son propre corps et la plante dans le sol. Ses pas lourds crissent contre la pierre alors qu'il s'approche lentement. Il le surplombe, lâchant un rugissement qui fait trembler la cour. Juste au moment où l'ORC s'apprête à frapper, une ombre fulgurante traverse la scène. Gunsu s'interpose, interceptant l'attaque juste avant qu'elle ne fonce à nouveau sur Seo Yul. Gunsu lui hurle de foutre le camp, proposant de gagner du temps pour que Seo Yul puisse trouver une arme. Avant même qu'il ne puisse finir sa phrase, le monstre attrape Gunsu et le fracasse violemment contre le sol. L'impact fait cracher du sang à Gunsu, son corps ayant atteint sa limite. Cependant, Seo Yul ne s'inquiète pas du tout pour une arme. Il a déjà trouvé cette mâchoire de goule parmi les débris, et c'est largement suffisant pour faire le taf. Se propulsant dans les airs, il réduit la distance en un battement de cœur, fracassant sa nouvelle arme, fraîchement lootée directement sur le crâne de l'ORC. L'impact colossal laisse la bête sonner, crachant un sang noir alors que ses mouvements s'arrêtent net. Atterrissant sans trembler sur le dos du monstre, Seo Yul met chaque dernière once de sa force pour écarter la mâchoire rigide de la goule de fer. Ses yeux s'illuminent d'une lueur écarlate, mortelle alors qu'il murmure à la bête que son heure est enfin venue. Avec une force sauvage et primitive, il force l'ouverture de ses rangées de dents inégales et acérées. Il referme ensuite la gueule béante de la goule de fer directement sur la tête désorientée de l'ORC. Dans un ultime rugissement décisif, Seo Yul lâche prise, laissant la mâchoire de fer se refermer dans un craquement à briser les os. En un seul claquement écœurant, la mâchoire de la goule cisaille net le cou du monstre de rang S, le décapitant sur le coup. La bête s'effondre dans un tas de viande sanguinolent, et Seo Yul se réceptionne parfaitement. Une notification système apparaît. Il vient d'obtenir une dague démoniaque de grade unique pour ses efforts. Il jette un œil au cadavre de l'ORC, puis se tourne vers la mâchoire de la goule de fer, murmurant un remerciement silencieux pour avoir été un partenaire d'entraînement de si haute qualité. Il s'essuie un peu de sang sur le visage, l'air totalement imperturbable et prêt pour la suite. Gunsu est allongé dans les ruines, sa vision se troublant alors qu'il entend quelqu'un demander s'il est toujours parmi nous. La voix lui semble familière, le ramenant du bord du gouffre. C'est Seo Yul, tendant la main pour le relever. Gunsu lève les yeux, choqué d'être encore en vie. Seo Yul plaisante juste en disant que ce gars doit avoir 9 vies. Il a réussi à survivre contre toute attente, et il sait exactement qui remercier. Seo Yul garde son côté cool habituel, demandant qui d'autre prendrait la peine de veiller sur un mec comme lui. La scène se calme enfin alors que l'équipe de confinement débarque dans leur tenue asthma pour nettoyer le bordel. L'histoire fait un bond jusqu'au lendemain au quartier général du bureau des chasseurs. Une foule immense s'est formée à l'extérieur, grouillant de rumeurs sur le désastre. Les youtubeurs et les streamers ont leurs caméras prêtes, attendant une déclaration des huiles. Le directeur Baek Junwan de la Guilde Overcross arrive, agissant comme s'il était chez lui malgré le scandale. La presse lui tombe immédiatement dessus, demandant de but en blanc si ce transport illégal de monstres était son œuvre. Il s'arrête net, nous sortant son petit numéro d'acteur pour les caméras. Il offre des excuses bidons aux victimes, prétendant que l'ORC n'a été amené que pour être donné au bureau à des fins de recherche. Il conclut en promettant de coopérer à l'enquête, mais certains dans la foule ne gobent pas ces conneries. Les gens dans la foule commencent à pointer du doigt et à chuchoter. Soudain, quelqu'un crie « Regardez, c'est le sauveteur de Séoul !» Et tous les regards se tournent vers Seo Yul. Avant même qu'il ne puisse réagir, une meute de journalistes l'assaille. Ils lui collent des micros sous le nez, désespérés de savoir comment un chasseur de rande a pu soloter un ORC. Le manager Han tire rapidement Seo Yul loin de la nuée de journalistes, son visage montrant clairement des signes d'épuisement. Han lutte pour se frayer un chemin dans la foule, leur disant que Seo Yul fera des interviews plus tard, car là tout de suite, il doit aller bosser. Alors qu'il marche, Seo Yul entend une voix s'élever au-dessus de la foule demandant si l'intervention du bureau n'était pas juste un fiasco total. Un youtubé dans une chemise à carreaux voyantes se filme, hurlant que le bureau est tout aussi responsable du chaos que les autres. Seo Yul est sur le point d'intervenir et de régler ses comptes avec ce type, mais le manager Han lui dit de continuer à avancer et d'ignorer ses charognards. Le streamer en rajoute une couche, et quelques passants s'en mêlent, le traitant de vendu à la solde des grandes guildes. Ils savent que répondre à un mec comme ça, c'est juste pisser dans un violon. Seo Yul s'arrête un instant, un petit sourire moqueur aux lèvres. Il sait que ces gars utilisent toutes les pires techniques de manipulation médiatique pour détourner la faute. Il dit au capitaine Han de patienter une seconde, jurant de régler ça une bonne fois pour toutes. Il marche droit sur le youtubé et pointe son stabilisateur du doigt. D'un ton détendu, il demande si le stream est en direct. Le mec reste figé en silence pendant une seconde. Seo Yul se penche tout près du téléphone, voulant s'assurer que tous ceux qui regardent depuis chez eux l'entendent 5 sur 5. Il rugit dans la caméra, demandant au gars si ça fait du bien d'être payé juste pour lécher le cul des grandes guildes. Il pointe un doigt vengeur directement sur le directeur Baek, qui se tient pas très loin.
Il balance haut et fort le fait que ce sont toujours les équipes de sauvetage qui doivent nettoyer la merde que des gens comme Baek laissent derrière eux. La cour entière devient silencieuse comme une tombe. Le YouTuber est pétrifié, et la foule est sous le choc. Seo Yul regarde le directeur Baek droit dans les yeux avec un sourire narquois, lui demandant s'il a quelque chose à dire pour sa défense. Baek ne prononce pas un mot. Il l'observe simplement avec une expression froide et calculatrice, plissant les yeux. Soudain, une main se tend et attrape Seo Yul par les cheveux, le tirant violemment hors du champ de la caméra. Ses collègues sauveteurs se précipitent pour l'éloigner, s'excusant frénétiquement devant les caméras. Ils prétendent que Seo Yul est juste malade, et qu'il ne sait pas ce qu'il dit. Le directeur Baek les regarde partir. Il se tourne vers son manager, demandant si c'est bien le même morveux qui a essayé de lui tenir tête la dernière fois. Il ricane dans sa barbe, pensant que ce jeune chiot n'a vraiment aucune idée du genre de tigre avec lequel il s'amuse. Il appelle le manager haut, la voix basse et dangereuse. Son visage se tord de rage alors qu'il donne un ordre simple. Trouvez ce gamin et broyez-le complètement. La scène passe à la salle de réunion du bureau des chasseurs plus tard dans la journée. Sur un grand écran, il repasse le clip YouTube viral du coup de gueule de Seo Yul pour les hauts responsables. L'ambiance dans la salle est électrique. Quelqu'un fait remarquer que les infos sur le superviseur Seo Yul inondent déjà tous les médias du pays. Le manager Lian est là, l'air méchamment stressé. Il admet que Seo Yul a parlé de manière déplacée, mais il soutient que toute vraie sanction disciplinaire serait complètement disproportionnée. Il campe sur ses positions, soulignant que ce sont les grandes guildes les fautives dans cette histoire, et que le public soutient déjà Seo Yul comme un héros. Yang Ki-yuk, le chef de la supervision, n'est pas convaincu. Il dit qu'on s'en fout que les vidéos aient été montées de toutes pièces. Les dégâts sur la réputation du bureau sont déjà faits. Il croise les bras, insistant sur le fait qu'il est juste que Seo Yul soit puni pour maintenir tout le monde dans le droit chemin. Lian ne l'entend pas de cette oreille. Il rétorque sèchement que la vraie punition devrait viser Overcross ou les managers incompétents qui ont laissé faire. Il traite basiquement le chef de gros raté dans son boulot. Un lourd poing s'abat sur la table, faisant trembler toute la pièce. Yang Ki-yuk se lève d'un bond, pointant un doigt inquisiteur et hurlant sur Lian, lui demandant s'il a complètement pété les plombs. Avant que les choses ne dégénèrent davantage, une voix calme coupe court aux cris, leur disant à tous les deux de s'asseoir et de la fermer. C'est le directeur Park Kwang-soo. Il regarde les rapports et demande s'il est vrai que le récent taux de réussite des sauvetages de Seo Yul est un parfait 100%. Lian le confirme. Park regarde par la fenêtre, notant qu'un talent pareil est quelqu'un qu'ils ne peuvent absolument pas se permettre de perdre en ce moment. Il sait que le bureau dépend des grandes guildes, mais il sait aussi qu'ils doivent garder leur propre dignité. Le chef lui demande s'il a réellement un plan pour arranger ça. Park prend une petite gorgée de son café. Il note que puisque les guildes ont décidé de jouer une main aussi intéressante, il est temps pour lui de faire son propre coup. Il regarde à nouveau la salle avec un regard d'une détermination absolue. Il est prêt à répondre au défi avec la même monnaie.